Est-ce que la colonisation a influencé jusqu'à l'amour? Salut, c'est Simon et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Cartographie de l'amour décolonial de Leanne Petasamosake Simpson. C'est une amie qui m'a offert ça l'an dernier. C'est cool d'avoir des complicités littéraires. Elle pensait que j'aimerais ça. Elle savait que j'aimerais ça. Et j'ai aimé ça. C'est publié chez Mémoires d'Encrier, une maison d'édition qui a pour but de réunir des voix intéressantes de diverses origines et qui représente une large plateforme où se confondent les imaginaires dans l'apprentissage et le respect de la différence et de la diversité culturelle. C'est un des éditeurs qui donne une grande place aux voix autochtones. C'est notamment Mémoires d'Encrier qui publie la poésie de Joséphine Bacon. Ouyesh a été récipiendaire du prix des libraires. C'est très bon aussi. Leanne Petasamosake Simpson. Selon le quatrième de couverture, elle est écrivaine, professeure et musicienne, membre de la communauté Michi-Sa'agig-Nishnabeg. Leanne Petasamosake Simpson est l'une des figures de proue du mouvement de la résurgence autochtone au Canada. Sur son site web, on apprend qu'elle est scholar, donc quelqu'un qui a suivi la voie académique. Elle a une formation en biologie. Elle a publié 5 books, donc je suppose que c'est dans la catégorie de ce que les anglo-saxons appellent non-fiction. Et il y a 3 livres qui sont de la poésie et des récits. Elle a participé au mouvement I'll No More. Elle est considérée comme une des voix autochtones les plus importantes, poignantes de sa génération. Les traductrices. Ariane Desrochers est traductrice. Elle a une maîtrise en traductologie et en littérature comparée. Elle partage sa vie entre Montréal et Toronto. Et Natacha Canapé-Fontaine, elle a 3 recueils de poésie à son actif, dont certains ont été primés. Elle est comédienne, militante. Elle a aussi été dans I'll No More. Elle a publié des essais, des échanges de lettres, des manifestes et elle est très engagée. Alors, de quoi s'agit-il ici? La couverture dit qu'il s'agit d'un récit. Sur le quatrième de couverture, on nous parle d'un recueil. Dans tous les cas, ça n'est pas un récit classique, un roman où on suit une intrigue. C'est plusieurs récits et peu d'entre eux sont des récits plus classiques, donc avec quelque chose qui se passe et qui se résout. Beaucoup sont des conversations avec des aînés, avec des gens de la communauté. Certains sont empreints de mythologie, certains récits ont des éléments de l'histoire. Par exemple, il y a eu des gens qui ont construit un quartier résidentiel sur des buttes qui étaient des lieux de sépulture traditionnels. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une crise au Québec dans les années 90? Il y a des récits aussi qui ont une dimension plus symbolique. Il y en a un que j'ai trouvé très beau où on suit une ours qu'on devine être dans une cage. Et puis on n'est pas certain. Je disais presque avec précaution, je me laissais bercer, je me laissais porter sans savoir, sans pouvoir tout de suite résumer. Et là, je me dis, on dirait que c'est une ours qui est dans une cage, où il y a un partenaire. Et après, on se demande, est-ce que c'est vraiment une histoire d'ours ou si c'est pas une métaphore sur les réserves, sur les personnes qui sont dans les réserves. Donc on est plus près du poétique, dans ce sens où moi j'ai souvent dit que le récit concentre le sens et nous donne une voie à suivre, c'est-à-dire que le sens, il est comme un rayon laser, concentré, on comprend ce que l'auteur, l'autrice a voulu dire. Alors que la poésie, je trouve qu'elle diffracte le sens comme de la lumière blanche qui passe à travers d'un prisme, et là, au lieu d'avoir un sens précis que tout le monde doit comprendre, comme dans un récit ou un essai, wow, le sens est éclaté et chacune va chercher un peu autre chose. Et ici, oui, il y a une dimension récit, mais on se rapproche beaucoup de la poésie. D'ailleurs, il y a plusieurs passages, comme vous le voyez ici, en vers. Après ma lecture, je me suis rendu à la table des matières et c'est seulement à la fin, mauvais lecteur que je suis, que je me suis aperçu qu'il y avait un logo de cassette ici. Plusieurs de ces textes-là font partie d'une création musicale. Si vous allez sur le site télécharger les bandes sonores, vous pouvez écouter la création musicale. Et là, c'est intéressant parce qu'on a ici le français et on entend la version anglaise. Celle que j'ai écoutée, ça se rapproche plus du spoken word, donc musique avec un texte récité, rythmé. C'est très agréable. Le style est très éclaté. Il n'y a aucune majuscule dans tout le texte. Et parfois, quand il y a un mot dans une langue qu'on ne connaît pas, vu qu'il n'y a pas de majuscule, on ne sait pas est-ce que c'est un nom commun ou un nom propre. Si c'est un nom propre, c'est un lieu, c'est une personne. Alors, ça nous prend un peu de temps à s'habituer. En même temps, je trouve ça intéressant parce que ça nous déstabilise. Et de manière générale, c'est une lecture qui nous déstabilise. C'est pas une lecture qu'on peut faire relax,
sans trop réfléchir, en se laissant porter, et puis une lecture passive, c'est une lecture où on est sans cesse confronté, donc dans les thèmes, mais aussi dans le phrasé, dans la langue en elle-même. La traduction est très belle, elle est dans un français québécois, mais pas abusivement populaire qui la rendrait inaccessible aux Européens, mais il y a quelquefois un fac, un ma tante, un fuck, donc c'est dans une langue que moi je reconnais, que ça me fait sentir chez moi. Pas un chez moi dans le territoire, mais un chez moi linguistique. J'ai trouvé ça très beau, je me suis senti à l'aise dans cette traduction-là, même si, et là ça c'est moi, chaque fois que je lis une traduction, surtout d'une langue que je connais, sans cesse je me demande c'est écrit comment dans l'original. Donc là je pouvais voir en écoutant les chansons c'était écrit comment. Dans tous les cas, la traduction est très belle. Je ne saurais pas vraiment quel passage lire pour bien illustrer l'ensemble, et plutôt, je vais lire des passages de la note des traductrices. Ce livre, bien qu'il s'adresse au public francophone en général, est écrit et traduit avant tout pour les jeunes autochtones. Ce livre est pour vous. Prenez-le, lisez-le, relisez-le, faites-le lire à vos proches. Ce livre est pour beaucoup d'Autochtones anglophones un phare dans la nuit. Le livre qu'ils auraient voulu lire à l'adolescence. Lisez-le et tracez dès lors vos propres cartes libérées de frontières et de limites. Redonnez à votre territoire intérieur la liberté de vos ancêtres. Il faut marcher vers la décolonisation de vos corps. Le texte est beau, il est revendicateur et tout de suite, j'ai la main qui... Il faut marcher vers la décolonisation de nos corps, de notre pensée et de nos relations. Vous êtes les penseurs de demain. Vous êtes celles et ceux de qui dépend la transformation de cette société. La force de changement est à l'intérieur de vous. Je trouve ça beau qu'elle ne s'excuse pas de dire que c'est un texte pour les jeunes autochtones. Allez, affirmez-vous, reprenez en main votre destin individuel comme collectif au-delà de la colonisation. Maintenant, est-ce que la colonisation est faite jusqu'à l'amour? Pourquoi? Une cartographie de l'amour décolonial. L'expression « decolonial love », l'autrice, elle l'a empruntée à Junot Díaz. Désolé, c'est une entrevue donnée dans le Boston Globe. Je ne connais pas tous les détails de la théorie qu'il pourrait y avoir derrière celle de « decolonial love ». Je trouve l'expression riche, poétique. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Le titre anglais, c'est « Islands of Decolonial Love ». Et ici, c'est plusieurs petites îles. Ces récits-là, c'est tout un archipel. Certaines sont à Halifax jusqu'à Mississauga, un passage clairement à Montréal. Et c'est à chaque fois des petits points d'amour au-delà de l'esprit de colonialisme, discussion avec les ancêtres, rencontres, vraies rencontres humaines. Et c'est dans ce sens-là que moi, je comprends l'amour décolonial. Je trouve très intéressant le premier paragraphe de la note des traductrices. Je pense que je vous l'aurai lu au complet finalement. La cartographie est à la base un projet colonial visant à dominer et à gouverner un territoire en y traçant des divisions. Le titre de cette traduction doit donc être compris comme une métaphore. Nous voyons ce recueil comme une anti-cartographie, comme une contre-cartographie qui va à l'encontre des cartes officielles et dominantes et qui relie plutôt les expériences se produisant à l'extérieur de l'espace-temps colonial. J'ajoute, au-delà du colonial. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans où je pense que dans ce qu'on appelle ici la résurgence autochtone, pour l'affirmation dont ont besoin les Autochtones en ce moment, ça n'est pas toujours qu'en réaction contre les descendants d'Européens. Ils ne sont pas toujours qu'en conflit avec nous. Ils ont besoin aussi de se définir au-delà des problèmes qu'ont amené le colonialisme. Il ne faut pas toujours juste revenir au colonialisme. Il est là, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut dépasser aussi le problème. Et c'est aussi dans cette dimension-là que c'est un amour décolonial. Dans cette mer coloniale qu'est le Canada, l'auteur trouve refuge sur des îles où l'amour et l'intimité ne sont pas dictés par le pouvoir colonial. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner une bonne idée de ce livre-là. Provoquant, troublant, beau. Mais voilà, c'était mes impressions de lecture de Cartographie de l'amour décolonial. Merci d'avoir été à l'écoute. Aimez, commentez, partagez comme d'habitude. Et bonne lecture.